En ce mercredi, jour des enfants, eh bien, Manuel Valls reçoit les jeunes, ceux qu'on appelle les jeunes et qui occupent ici et là en France, notamment Place de la République à Paris, le terrain en lutte contre la loi El Khomri, la réforme du travail et d'autres sujets, bien d'autres sujets. C'est avec Philippe Goujon que nous sommes ce matin, le député maire Les Républicains du 15e arrondissement. Bonjour. Bonjour. Donc je le disais en introduction, les jeunes manifestent aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont représentatifs de la jeunesse de France ? Je crois qu'ils sont représentatifs de certains mouvements de contestation étudiante que nous retrouvons d'ailleurs à chaque fois qu'un gouvernement de droite comme de gauche tente d'améliorer finalement l'insertion professionnelle des jeunes dans ce pays. Oui. Et malheureusement, ces jeunes, je pense, travaillent contre eux-mêmes. On voit aussi que nous sommes en présence d'un gouvernement qui, hélas, recule et cède à la rue. On l'a vu sur d'autres sujets. On va le voir malheureusement sur cette loi El Khomri qui, au départ, avait des aspects assez positifs. Elle vous convenait au début, oui. Moi, je vous auriez pu la porter, oui. Oui, elle n'allait pas assez loin. Elle n'était pas à la mesure des enjeux. On peut faire le reproche à la droite de ne pas avoir fait la même chose. Hein. Nous avions une crise très grave à laquelle nous étions confrontés. Enfin bon, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que nous l'aurions voté pour un certain nombre d'entre nous. Aujourd'hui, on voit bien qu'elle se détricote et que le gouvernement la détricote aussi bien qu'il l'a tricotée. Il n'en restera rien. Écoutez, il y a d'abord eu un premier détricotage avec l'opposition des syndicats. On voit bien que c'est la CFDT qui a mené les jeux. Ensuite, il y a des tricotages avec le Parlement. On va voir ce que ça va donner à partir des jours qui viennent. Et on sait bien qu'il y a 1000 amendements qui vont évidemment pas dans le bon sens sur le plan économique. Et puis, il y a aussi un troisième détricotage avec les mouvements de jeunes auxquels le gouvernement est très attentif. Et très il a raison, vigilant. Valls, de les recevoir ce matin ? On peut toujours recevoir pour discuter. Mais malheureusement, le sort de ce texte est scellé. Il y a un triple recul, les syndicats, les parlementaires de gauche et les jeunes, et finalement il n'en restera plus rien, au détriment des jeunes d'ailleurs principalement, qui seront les principales victimes de ce détricotage. Qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail. Évidemment. Vous comprenez l'inquiétude des jeunes aujourd'hui ? Est-ce que c'était la priorité d'ailleurs, une des priorités du président de la République quand il a été élu ? C'est un échec pour lui parce que ce n'est pas la première fois que les jeunes se manifestent et que les jeunes disent finalement pas grand-chose pour nous. C'est un constat accablant. Qui est celui qu'on peut dresser de la politique économique et sociale de François Hollande, et c'est encore pire pour les jeunes, qui sont ceux pour lesquels, justement, nous devons préparer la société de demain. Or, c'était sa priorité dans son fameux discours du projet, et aujourd'hui, ça devient finalement les laissés pour compte. C'est ceux qui pâtissent le plus de l'échec économique et social de la politique de Hollande. Vous, homme de droite, peut-être un jour aux affaires, si jamais il y a une alternance, qu'est-ce que vous proposeriez, vous, la droite, aux jeunes ? D'ailleurs, ce matin, chez les Républicains, vous planchez sur l'éducation. Voilà. D'ailleurs, ça commence par l'éducation. Le système éducatif français est à bout de souffle. Il faut profondément le transformer et revenir aux fondamentaux d'une certaine façon. L'école est faite pour apprendre et non pas pour faire des élèves des cobayes sur des sujets sociétaux. Et déjà, c'est un peu court, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et évidemment, il faut absolument, c'est la mesure principale, permettre aux entreprises de pouvoir embaucher. Et quand les entreprises peuvent embaucher, elles embauchent des jeunes comme des moins jeunes. Parce qu'il y a aussi les seniors qui sont sur le tapis. Qui sont pas mal Donc il faut que les entreprises puissent avoir des commandes. Pour avoir des commandes, il faut qu'elles puissent être concurrentielles. Et pour être concurrentielles, il faut qu'elles soient allégées aussi bien sur le plan des charges et des impôts que sur le plan des normes réglementaires. Le coût du travail est trop cher. Évidemment. Et la paperasserie, enfin la bureaucratie. Bien sûr. Est trop importante. Ce qui est principal pour les jeunes, en dehors de ces mesures économiques générales, c'est sans doute la formation. Voilà. La formation, aussi bien à l'école, au lycée ou dans les centres. L'apprentissage, il faut reprendre et l'apprentissage, mais évidemment. La gauche a complètement abandonné l'apprentissage. Vous avez des centres d'apprentis dans le 15e arrondissement ? On a des centres d'apprentis, mais pas assez. Même la région dont c'est la compétence les a complètement réduits. Heureusement, avec Valérie Pécresse, il va y avoir une nouvelle politique de l'apprentissage en région Île-de-France. C'est absolument essentiel de former les jeunes dans les filières qui recrutent. D'accord. Alors, le Parti des Républicains, dans le 15e d'ailleurs, c'est pas... Oui, absolument, ce n'est pas qu'un hasard. C'est moi qui ai proposé d'ailleurs le siège. Comment ça se passe cette primaire ? On a l'impression que c'est terrible, quoi. C'est la foire d'empoigne. Il y a 12 candidats maintenant, Monsieur Miard maintenant qui est candidat. Moi, je crois que... Et on attend Madame Alliot-Marie, on attend Monsieur Sarkozy. Vous peut-être, non ? Non, je donne le scoop de votre émission. Ce ne sont pas des candidats.
ce sont des candidats à la candidature, oui. ce qui est très différent déjà. Vous savez qu'il y a une formule de parrainage qui est assez stricte. Donc ce qui compte d'ailleurs, ce n'est pas tant le nombre de candidats, et il y en aura beaucoup moins lorsqu'ils auront passé l'épreuve des parrainages. Votre avis, combien ? Bon, je dirais 5 ou 6. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs dans une primaire. J'en ai organisé 2 à Paris pour les municipales. Ça s'est bien passé. Il y avait 5 ou 6 candidats. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui compte, c'est le mode de désignation. Nous avons trouvé à droite un mode de désignation qui est à la fois transparent et démocratique. Et c'est le seul. Je dirais, c'est peut-être le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres, mais c'est le meilleur système pour départager des candidats. Et tant mieux s'il y a une richesse de candidats. Votre favori ? Vous allez soutenir qui ? Écoutez, moi j'ai été élu président de la fédération de Paris par toutes les sensibilités. Par toutes les sensibilités, Paris est la première fédération de France. Elle a une responsabilité éminente parce qu'elle donnera le ton. Je veux que ces primaires à Paris soient donc des primaires apaisées parce que pour réussir 2017, il faut réussir 2016. Et en dehors de la langue de bois, vous êtes pour qui ? Non, ce n'est pas la langue de bois, c'est que je m'astreins à une obligation de réserve, au moins jusqu'au mois de septembre, pour être le garant du bon fonctionnement des primaires à Paris. Vous savez que Paris est une fédération attachante mais turbulente. Ouais. Il est très important que nous réussissions à Paris parce que nous serons sous les projecteurs. Donc le 9 septembre, je crois que c'est la clôture des inscriptions. Voilà. On saura si Philippe Goujon est plutôt pour Fillon ou plutôt pour Sarkozy ? Par exemple, même s'il peut y en avoir d'autres. Attendons de connaître les candidats. Le choix est fermé, hein. Oui, un peu, c'est vrai. Mais on vous connaît. Attendons de connaître tous les candidats et tous les projets. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que je veux être le garant de l'organisation des primaires. Est-ce que vous allez tendre la main aux centristes qui ont décidé, l'UDI notamment, de ne pas participer à cette primaire ? Mais il y a une condition. Si vous leur ouvrez les portes en disant vous scellez un pacte avec eux, au terme duquel... Eh bien, certaines de leurs doléances sont satisfaites. Est-ce que vous allez... Moi, j'ai toujours été partisan de l'union, du rassemblement de la droite et du centre. Et donc, je pense que là, nous sommes au début d'une négociation, donc les positions sont très tranchées. Ça peut aboutir ? Il serait important pour 2017 que les centristes puissent participer aux primaires. Vous-même, on sait que les investitures pour les législatives, beaucoup d'entre elles seront décidées au mois de juin. Vous serez candidat à votre succession ? Moi, je suis défavorable à cette loi sur le cumul. Donc, j'attends de voir comment les choses se passeront pour prendre ma décision. Un jour, Philippe Goujon sera ou maire ou député, mais pas les deux. Il y a des candidats qui proposent le cumul. Donc, peut-être de ces candidats sera élu à la présidence de la République. C'est Nicolas Sarkozy, ça. Ben, il y en aura peut-être d'autres. Attendons de connaître les projets. 3 petites questions qui concernent spécifiquement Paris, quoique il y en a une qui va au-delà. 2 même. La canopée, donc aujourd'hui, c'est le lancement de cette, l'inauguration. Qu'est-ce que vous en pensez, la canopée des Halles ? Il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination pour y voir un voile transparent aérien sur Paris, alors que c'est une chape de béton de centaines de tonnes. Je pense que, d'une part, ce n'est pas ce qu'il fallait faire, que deuxièmement, ça a coûté extrêmement cher. La canopée, elle seule, 250 millions, et on aboutit pour l'ensemble de la rénovation à 1 milliard, alors qu'on avait prévu 4 fois moins. Donc c'est vraiment de la gabegie. Je ne comprends pas, dans l'état de crise économique dans lequel nous sommes, qu'il y ait ces investissements inutiles. Alors là, vous êtes concerné au premier chef. Pendant l'Euro de football 2016, donc 10 juin, 10 juillet, il y aura des fan zones dans les villes qui accueillent d'ailleurs les compétitions. La compétition, à Paris, ça sera au Champ de Mars. Alors le Champ de Mars, c'est dans le 7e arrondissement, mais vous êtes vraiment mitoyen, avec une ligne de métro qui est très fréquentée. Est-ce que cette fan zone qui pourrait recevoir, je ne sais pas, 80 000, 100 000 personnes. Voire 130 000, c'est pour ça. Dans un contexte de sécurité compliqué, vous êtes contre cette fan zone ? D'abord, il faut se réjouir que l'Euro 2016 soit organisé en France. C'est une chance parce que ça permet aussi de démontrer aux terroristes que nous continuons à vivre et à organiser des manifestations. Fan zone pour voir le match sur grand écran. Alors là, moi je parle de la compétition dans les stades. En revanche, si j'ai bien compris le Premier ministre, nous sommes en état de guerre. Est-ce qu'en état de guerre, on doit prendre le risque inconsidéré, selon moi, de rassembler pendant 1 mois tous les jours, jusqu'à fort tard le soir, sur le Champ de Mars, 80 000 à 120 000 personnes au pied de la Tour Eiffel, alors que nous savons qu'il y a une menace terroriste persistante. Rachida Dati, comme moi-même d'ailleurs, demandons donc la suppression de la fan zone. D'accord, vous ne l'aurez pas.
Écoutez, les discussions continuent parce que... C'est pas fait encore, c'est pas acté. Disons, l'organisation est actée, mais ce que je sais, c'est que les pouvoirs publics, et c'est normal, le ministère de l'Intérieur, la préfecture de police, demandent aux organisateurs de rehausser le niveau de sécurité. Alors, est-ce que ce niveau de sécurité pourra être rehaussé au point qu'on arrive au risque zéro? Nous le verrons bien. Et la balle est dans le camp, donc, de la fédération? Alors la balle est dans le camp d'abord de la préfecture de police et du ministère de l'Intérieur qui peuvent décider qu'il n'y aura pas de fan zone. Mais aussi chez les organisateurs qui doivent rehausser encore le niveau de sécurité. Je ne peux pas vous le dire. D'accord. Troisième sujet un peu parisien, mais là on part de Marseille puisqu'il y a eu encore des assassinats récemment, 4 assassinats d'ailleurs liés au trafic de drogue, de stupéfiants. Et Patrick Mennucci, député de Marseille, a dit mais pourquoi pas envisager le cannabis? C'est un sujet qui revient régulièrement parce que ça permettrait peut-être, dit-il, de mettre fin à cette délinquance. C'est pas à votre avis? Je ne crois pas. J'en suis même certain. Oui, je le confirme. Mais vous êtes confronté à un autre sujet qui est, quoique il y a aussi une délinquance liée évidemment au trafic de drogue à Paris, c'est l'ouverture d'une salle de shoot, ça c'est une première, à l'automne normalement, dans Paris. Est-ce que vous allez batailler contre ça? Oui, absolument. J'y suis totalement défavorable. D'ailleurs, aussi bien la légalisation du cannabis que les salles de shoot participent du même mouvement, qui est de finalement autoriser les jeunes sous certaines conditions, à se droguer, il faut le dire. Les accompagner dans la drogue. Or, je pense que l'interdit est structurant, qu'il faut maintenir absolument l'interdit et qu'on ne peut pas lancer un message à la jeunesse, comme aux éducateurs, aux médecins ou aux familles, sur lequel, eh bien, finalement, on peut se droguer, comme vous le dites, à certaines conditions, en étant accompagné et sous le contrôle des médecins, payés par l'État. Ce n'est pas possible, c'est totalement déstructurant, et de surcroît, c'est le premier pas, effectivement, vers la légalisation de la drogue. Oui, mais la salle de shoot à Paris, en l'occurrence, c'est acté, ça aussi, vous ne pouvez plus rien contre? Alors, ça a été acté puisque le gouvernement a, dans la loi santé, transformé un avis qui était défavorable du Conseil d'État. Aujourd'hui, on ne peut rien faire, mais on peut encore en discuter, puisque je constate que l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, l'Ordre des médecins, les Nations Unies déconseillent les salles de shoot et ils sont même totalement opposés, les condamnent. Donc je crois que là, il faut continuer la voie française, qui est une voie de réduction des risques, bien sûr, qui est une voie d'interdit et qui est une voie de sevrage. Seul le sevrage, l'interdit, accompagné de la réduction des risques, permettra à notre jeunesse de sortir de la drogue. Mais est-ce que si d'aventure, un jour dans le 15e, eh bien, la mairie de Paris décidait d'ouvrir un centre, qu'est-ce que vous feriez? Ce serait une provocation, bien sûr, mais je continuerai à être hostile et je mettrai tout en œuvre pour empêcher l'ouverture de cette salle de shoot. Mais en tout cas, qualité de maire du 15e, vous non, pourriez? Je n'ai pas les moyens, malheureusement, sur le plan juridique. Peut-être qu'une révision du statut de Paris donnera plus de moyens au maire. On ne va pas vers cette solution, mais enfin, qui sait. Maire d'arrondissement. Oui. Voilà, d'un maire d'arrondissement. Mais il faudra mobiliser, en tout cas, aussi bien la population que la communauté médicale, que tous ceux qui considèrent qu'il faut aider les jeunes à sortir de la drogue et non pas les accompagner dans la drogue. C'était le talk de Philippe Goujon qui nous a dit que la jeunesse, évidemment, avait été plutôt maltraitée par le gouvernement actuel et que cette jeunesse, eh bien, le gouvernement a tendance à céder, alors que le but, c'est quand même qu'elle puisse rentrer plus facilement sur le marché de l'emploi et que la loi El Khomri, telle qu'elle va être détricotée selon lui, eh bien, ne va pas permettre cela. Sur les sujets parisiens, eh bien, les sujets parisiens, la canopée, c'est très cher et c'est pas beau. Les salles de shoot, non. Et les fan zones, plutôt non aussi, parce qu'on est dans un contexte compliqué. Quant à la primaire, eh bien, la primaire, Philippe Goujon estime qu'au bout du compte, sur la ligne de départ, ils ne seront plus que 5 ou 6. C'est le jeu démocratique. Merci Philippe Goujon. Merci à vous.